Olá a todo mundo que está com a gente hoje, nessa nova apresentação do Boca do Céu nas Nuvens. E hoje nós vamos trazer uma entrevista com o escritor e contador de histórias Henri Gougaud. Para fazer uma breve apresentação desse francês tão importante dentro do universo contemporâneo da arte narrativa, eu escolhi começar lendo um pequeno trecho de uma das suas obras. Henri Gougaud escreveu: todo o universo, diz La Fontaine, obedece ao amor. E, no entanto, houve algum dia em que não tenhamos duvidado da sua presença? Paradoxalmente, mesmo quando fugimos dele, não cessamos de esperá-lo. Desde o fundo dos tempos, perguntamos às estrelas, ao voo dos pássaros, às margaridas e às marcas da borra de café. Digam, vocês que sabem, o amor vai me chegar? Ele está perto? Longe? Ou se extinguiu? O amor, na verdade, faz apenas perguntas irracionais e espera unicamente respostas que venham de um lugar além da razão, porque nenhuma razão dá conta daquilo que faz o essencial das nossas vidas. O amor é maravilha ou desastre. Assim como um conto, ele não saberia submeter-se a uma ordem das coisas qualquer. Os contos. Desde a noite dos tempos, protegidos das tormentas do mundo, sempre foram cantados, contados e murmurados esses relatos cujo sopro mantinha aceso, obstinadamente, este fogo que chamam de amor, e sem o qual teríamos provavelmente morrido de frio. Explorando sem descanso os 1000 caminhos da esperança humana, os contos ao longo das eras aprenderam a música do coração do mundo. Estes velhos imemoriais aprenderam a falar do amor como ninguém sabe fazê-lo. Vocês podem pedir aos contos que joguem com vocês. Eles vão jogar o jogo mais misterioso do mundo, o jogo do acaso, que não existe. Este jogo se ancora na convicção milenar, ou, se preferirem, na alegre suposição de que os contos são seres vivos. Não se esqueçam de Paul Eluard. Não existe o acaso. Há apenas encontros. Esse trecho faz parte da abertura de um dos livros mais recentes do Henri Gougaud, que se chama A Chave dos Corações, Contos e Mistérios do País Amoroso. Esse livro foi lançado pela editora Albin Michel no ano de 2017. E eu escolhi esse trecho para vocês perceberem a maestria poética do pensamento do Henri Gougaud. Quando ele diz, por exemplo, perguntamos às estrelas, ao voo dos pássaros, às margaridas e às marcas da borra de café, vocês que sabem. Ele conseguiu, numa frase só, juntar diferentes instâncias das crendices e da sabedoria popular, levando todas elas juntas para uma ideia de se perguntar sobre o amor, porque, afinal de contas, não sei agora, mas na minha infância, a gente tinha costume de pegar uma margarida e falar, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E, além disso, também os turcos leem, os árabes leem nas borras do café os destinos das pessoas, que ficam ali na xícara, as estrelas, toda a sabedoria arque-ancestral de ler o destino dos homens nas estrelas, e assim, os voos dos pássaros. Então, ele junta tudo isso numa frase só e leva a gente para um lugar indescritível. Isso precisa ter muita maestria para poder fazer, né? E, então, existe uma marca muito peculiar desse artista, que é justamente o domínio da poesia
no modo de dizer uma história. É uma poesia que aqui, essa palavra poesia aqui, é entendida como uma orquestração harmoniosa da beleza, da filosofia, do humor, do conhecimento das almas humanas e muito mais. Bom, eu também escolhi esse trecho porque traz a prova da constante reinvenção de si mesmo e da sua própria escrita, feita por um autor que hoje tem mais de 80 anos. O trecho lido é dirigido ao leitor, como introdução desse livro, que eu acabei de mencionar. E é uma conversa que ele faz com o leitor, você vê há quanto tempo, há uns 3, 4 anos atrás, no máximo, que ele escreveu antes do livro ser lançado. E aí, nessa conversa, ele está falando de uma proposta que é esse livro. Esse livro, ele se apresenta, na verdade, como um jogo, por isso que ele fala do jogo, do acaso, que não existem acasos, mas encontros. Ó, o livro é assim, tá vendo? Ele tem, aqui, como vocês podem ver, algumas chaves. Tem mais uma que está guardada aqui dentro, que eu não vou mostrar. Tem essas chaves que vêm anexadas ao livro, e ele pede que, no meio desse texto que eu li para vocês, tem uma parte que ele diz assim, fecha os olhos, coloca a sua mão esquerda sobre o livro e faça uma pergunta, mas não uma pergunta qualquer, uma dessas perguntas muito íntimas que você só tem coragem de fazer para você mesmo. E aí, resolutamente, de olhos fechados, pegue uma dessas chaves aqui e enfie no livro, em qualquer lugar onde que for, sem olhar. Eu estou olhando aqui porque eu estou mostrando para vocês. E vocês enfiem aqui, e aí abram o livro exatamente no conto, que é o conto que está esperando para ser lido por você. Então, essa brincadeira, essa ideia de jogo, a ideia de jogo, acaso, encontro, que ele tem, que ele traz no início, que está durante toda a proposta desse livro, que além dos contos tem provérbios, ditos, frases de autores que ele admira. Então, aqui como se fosse, durante tantos anos ele fez coletâneas de histórias, e de repente ele se reinventa. É um livro que é uma proposta belíssima, poética, louca, sonhadora, seja lá o que vocês quiserem, né? Mas essa ideia de se lançar no desconhecido, tão cara aos contos e aos contadores de histórias verdadeiros, está aqui colocada nessa introdução. E aí ele também nos ensina, como eu acabei de mostrar, o modo de proceder com relação a esse livro. E é isso uma pura invenção, uma invencionice literária de um homem de mais de 80 anos. Né? Ele escreveu ensaios, romances, coletâneas, poemas, letras de canções, contou histórias na Rádio Francesa durante anos, todos os dias, e ganhou também vários prêmios literários importantes. E o outro motivo da escolha desse texto, que eu acabei de ler para vocês, é justamente para contar um pouco de onde vem a minha familiaridade com esse autor, que tem tudo a ver com as citações que ele faz do Paul Éluard, quando ele fala, não há acaso, existem apenas encontros. Então, a minha história pessoal com Henri Gougaud, ela é todinha feita de acasos, encontros, que eu chamo acasos, encontros presentes. A minha história começou, vamos dizer, de encontro com ele, começou... Gente, eu estou aqui para contar minha história, eu vou falar muito rapidamente, só para ilustrar essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Um dia lá, na metade dos anos 80, eu nem me lembro se foi 87, por aí, eu conheci uma professora brasileira que tinha acabado de chegar da França. E ela me apresentou um livro de um autor francês, um livro de contos. E essa professora era a Rosane Pamplona, que hoje tem muitos e muitos livros de contos para crianças e também livros infanto-juvenis, e que, por sinal, tem uma filha que é uma contadora de histórias excelente, maravilhosa, a Manu. E o autor era o Henri Gougaud. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor. Ela estava recém-chegada da França, trazendo o que tinha de maior novidade, de beleza,
da pesquisa dela, porque ela também sempre estava interessada nesse assunto, e ela sabia que eu contava histórias, e eu fiz um xerox. Eu tenho até hoje esse xerox, um velho pedaço de uma capa vermelha, que é o primeiro livro que eu vi do Henri Gougaud, que era A Árvore dos Tesouros. Esse livro, como quase todos os outros, não tem tradução no Brasil, mas ele tem uma tradução em português de Portugal, e uma edição esgotada portuguesa. Enfim, e aí esse livro, no início, para mim, me chegou como um presente, me chegou exatamente como um acaso, o modo como eu conheci a Rosane também foi por um acaso, e me trouxe um encontro impressionante de um autor que foi, das fontes que eu pesquisava, a mais importante e a mais preciosa, como os contos dele sempre foram para mim realmente como tesouros, como está escrito no título desse livro. E ele me acompanhou, esse autor me acompanhou e me acompanha até hoje, né, nas minhas pesquisas, nas minhas narrações, quando eu conto, etc. E ele, no início, para mim, que estava abrindo todas as possibilidades de entender esse universo, ele me foi apresentado, ele me apareceu como um compilador, como um inventor, e também descobri que ele tinha sido o co-criador de um grande movimento de renovação do conto na França. Ele é um dos 3 pilares desse movimento, que começou mais ou menos final da década de 70 e começo da década de 80. E, na verdade, ele foi, para mim, não um modelo, mas um exemplo de pesquisador, de apaixonado pelas narrativas orais tradicionais de todos os povos do mundo, e também um exemplo como para mim, e foi sendo cada vez mais, o Câmara Cascudo, ou o Altimar Pimentel, o Silvio Romero, a Ruth Guimarães, que são exemplos que pontuam o nosso caminho, né, que são luzes que guiam o nosso caminhar, com tudo que eles já fizeram de bom e maravilhoso, e que alguns outros começam a seguir os passos deles, como, por exemplo, o Marco Aurélio, que é o novo luminar desses estudos aqui no nosso Brasil, nesse momento que a gente vive hoje, né? E, então, na verdade, eu fui descobrindo ao longo do tempo essa proximidade. Eram palavras, eu sempre disse os contos dele muito com as palavras escritas, porque elas sempre couberam na minha boca. Nunca me pareceu uma coisa artificial, eu sempre achava tão lindo as expressões dele. E aí tem um outro encontro presente, que introduz esse vídeo que nós vamos assistir. Porque o Josias Padilha, que trabalha com a gente na equipe do Boca do Céu, e que eu conheci há muitos anos num curso que eu dei de pós-graduação na ECA, que ele apareceu, ele estava indo de mudança para a França, estudar em Paris, como parte dos estudos dele na universidade, e antes de ele ir embora, eu disse: Josias, você não pode deixar de procurar uma pessoa chamada Henri Gougaud. Para mim era isso, né? Era um nome, uma foto e um CD que tinham me dado com a voz dele contando, então eu conhecia a voz dele, só isso. Eu falei: você não pode deixar. Se você estiver lá, é importante que você o conheça. E aí foi o terceiro encontro presente, porque uma das professoras do Josias na universidade era justamente a Bernadette Ricou, que é a mulher do Henri Gougaud. E dali foi um passo, dele conhecer a Bernadette, daí dele ser levado por ela para conhecer o Henri Gougaud e de frequentar um seminário que ele dá há muitos anos em Paris, e que o Josias fez parte desse seminário o tempo todo em que ele estava lá. E por isso, quando o Henri Gougaud, e aí, por esse acaso, eu acabei conhecendo a pessoa física do Henri Gougaud, que foi realmente uma coisa muito estranha para mim, porque eu estava muito acostumada com o autor que ele era me acompanhando, mas não com a pessoa. Tanto que eu chamo os dois de nomes diferentes. O Henri Gougaud, o autor, eu chamo respeitosamente de senhor. Falo com ele, converso com ele como falando senhor, sempre. O senhor fez isso, o senhor me mostrou tal coisa. E a pessoa física que eu conheci lá em Paris, por intermédio do Josias, eu fui obrigada a tratar de você, porque eles começaram: não, você tem que tratar de você, por causa que a gente teve tantos encontros, não sei o quê. E para mim, aquela pessoa ali que eu estava tratando de você era completamente dissociada da familiaridade, da experiência, do amor que eu tinha por esse autor, da importância que ele teve para mim.
Enfim, só um episódio para dizer que por causa desses acasos encontros, ele foi convidado para vir para o Boca do Céu. A primeira vez ele não pôde vir, veio a Bernadette Picou, que foi um ganho extraordinário para nós, porque todo mundo que assistiu às palavras dela, às falas dela, todo mundo ficou encantado com ela, mas o Gogô não veio. Na segunda vez que a gente convidou, de novo, ele quase vinha, mas da última hora, que foi agora em maio, né? Foi para o Boca do Céu, que deveria ter acontecido presencial em maio. E aí ele também não ia poder vir. E também, mesmo que ele pudesse, ele não viria, porque não aconteceu o Boca do Céu. E por isso, como o Josias estava de novo em Paris, então a gente pediu para ele fazer uma entrevista com o Henri Gogô, e ele fez com muita alegria uma entrevista para os contadores brasileiros. E ele estava se dirigindo o tempo todo a nós. E foi um presente, de novo, que a gente ganhou, e a gente tem que agradecer muito também o Theo, amigo do Josias Padilha, que fez a gravação do vídeo, e é esse vídeo que foi feito lá em Paris, no lugar do Henri Gogô trabalhar, no seu local de trabalho. Parece que eu estou vendo aquelas escadas subindo do prédio velho, entrando por uma sala, chegando na sala onde ele está sentado, na sua linda mesa, com sua linda luminária. Enfim, isso tudo está ali, nesse vídeo que nós vamos assistir agora. E então tem um agradecimento enorme ao Josias Padilha por ter feito esse vídeo e ter trazido para nós também, e ao Henri Gogô por nos presentear com uma boa parte de tantas coisas que ele sabe. Então, é isso que eu queria dizer para apresentar o Henri Gogô. Antes de nós vermos a entrevista, eu quero contar para vocês uma das histórias de um dos livros do Henri Gogô, que é uma das histórias que eu já contei muitas vezes, que é muito querida para mim. Era uma vez um homem que era o homem mais sem sorte desse mundo. Não, mas com certeza não havia ninguém que fosse mais azarado que ele, de verdade, por tudo que tinha acontecido na vida dele. Até para nascer, parece que foi um milagre o nascimento dele, de tanta coisa errada que aconteceu. E aí ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e sempre acompanhado de uma má sorte, de uma coisa horrorosa, até que chegou um dia, quando ele já era um homem feito, ele decidiu que não queria mais viver daquele jeito. Não, assim eu não quero continuar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar meu destino. E pensando assim, ele foi falar com um sábio que morava num bosque, ali perto da aldeia onde ele vivia, e contou para o sábio toda a desgraça da vida dele. E o sábio parou, pensou e depois disse: meu filho, por que é que você não vai falar com Deus? Sabe, né? Deus é a solução para todos os nossos problemas. Então vá falar com ele em meu nome, porque com certeza ele vai te dar um bom conselho. E o moço agradeceu, ficou feliz e lá se foi ele pelos caminhos do mundo em busca de Deus, porque naquele tempo diziam que Deus morava numa montanha bem distante dali, numa gruta toda branca que ficava no alto daquela montanha, a muitas e muitas e muitas milhas de distância dali. Lá foi ele, cheio de coragem, cheio de força, e anda que anda, que anda, que anda, e anda que anda, que anda, que anda. De repente, ele chegou numa clareira enorme, no meio de uma floresta. E nem bem ele pôs os pés nessa clareira, um tigre enorme pulou na frente dele. Ele quase morreu de susto, se ajoelhou no chão e falou: pelo amor de Deus, seu tigre, o senhor não me coma, sabe por quê? Olha, em primeiro lugar, porque eu estou indo falar com Deus. E em segundo lugar, porque eu sou tão azarado, mas tão azarado, capaz de o senhor me comer um osso meu ficar preso no seu pescoço, o senhor morre na hora. E o tigre, só escutando aquele nervoso todo, e disse para ele: não se preocupe, eu não vou comer você. Eu não estou com fome. Mas como assim? Tigre que não tem fome, ainda mais tigre de história, como é que pode ser uma coisa dessa? Pois é. Pois é, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas já que você vai falar com Deus, pergunta para ele qual é a cura para o meu mal. Ah, pode deixar, seu tigre, o senhor já não me comeu mesmo, eu devo um favor para o senhor, eu vou lá, faço a pergunta e volto com a resposta, tá bom? Tchau. E foi embora.
E anda, que anda, que anda, que anda, e anda, que anda, que anda, que anda. De repente, ele estava cansado, se sentou no tronco de uma árvore, assim, à beira ali do tronco, encostou a cabeça. Quando ele já estava quase dormindo, ele começou a escutar um barulho, um som, que parecia que vinha de dentro da árvore. De repente, ele percebeu que esse som ia formando palavras, e aí ele viu que era a árvore que estava falando com ele. E a árvore disse assim: olha, já que você está indo falar com Deus, pergunta para ele por que eu estou me sentindo sufocar, eu mal consigo respirar, eu estou vendo que meus galhos estão secando, eu vou morrer logo. Pergunta para ele o que precisa ser feito para poder viver bem outra vez. Pode deixar, dona Árvore, eu já tenho a pergunta do seu tigre, eu faço a sua também e volto com a resposta. E lá se foi. E anda, que anda, que anda, que anda, e anda, que anda, que anda, que anda, e anda, que anda, que anda, que anda, chegou, finalmente, aos pés da montanha, que ele tinha que subir para encontrar lá em cima a gruta toda branca, onde diziam que morava Deus. Só que a hora que ele ia começar a subir a montanha, ele olhou e viu ali ao lado um casebre, com a porta aberta. E ele foi andando até ali, pôs a cabeça para dentro da porta e viu uma jovem sentada no banquinho, com a cabeça baixa, chorando, chorando. Ô, moça, o que foi que aconteceu com você, hein? A jovem levantou a cabeça, olhou para ele e disse: só Deus sabe. Ah, mas se só Deus sabe, pode deixar comigo, que eu estou indo mesmo lá falar com ele, sabe? Aí eu faço a sua pergunta também e me espera aqui, porque eu vou voltar com a sua resposta. E lá se foi ele. E subiu, 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 até que finalmente chegou lá no alto da montanha. Quando ele chegou lá, ele viu logo aquela gruta toda branca e foi entrando. Na hora que ele entrou, ele viu que lá no alto da gruta havia um buraco. Uma luz toda azulada que descia por cima dele. Ele olhou para cima e foi então que ele escutou a voz de Deus. E Deus disse assim: muito bem, meu filho, o que é que você deseja? Ah, seu Deus, é o seguinte, eu vim aqui em busca da minha sorte, sabe? E também eu tenho 3 perguntas para fazer. Pois faça suas 3 perguntas, já que a sua sorte está esperando por você, lá no lugar de onde você veio. Gente, esse homem ficou tão feliz, o coração dele começou a bater, ele já quase que queria ir embora, mas ele lembrou que tinha que fazer as 3 perguntas. Aí ele fez as perguntas rapidamente, escutou muito bem as respostas e desceu desabaladamente aquela montanha. Quando ele chegou, parou bem na porta do casebre, estava lá a moça. Completamente diferente. Ela estava com um vestido lindo, perfumada, com batom, brincos, um colar muito bonitinho, cabelo todo arrumado, um sorriso para ele, os olhos brilhantes. Ele falou: puxa vida, nossa, você está diferente. Ela falou: então, qual é a resposta que Deus tem para mim? Ah, então, a resposta que Deus tem para você é a seguinte, eu vou falar, presta atenção. Ele falou que você precisa achar um moço de quem você goste, e esse moço com quem você vai se casar, você vai ser muito feliz, você vai ver a alegria, vai voltar para você, e você vai poder fazer tudo que você quer na sua vida, porque primeiro você tem que encontrar esse moço. Ela ficou assim, um pouco parada. E tá bom, era só isso, tchau, já tô indo embora. Não, 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 não vai embora, ela disse. Pois é, eu tô esperando você desde que você subiu para dizer uma coisa que eu quero dizer para você, que é o seguinte: quando eu olhei para você, eu já me apaixonei naquela hora mesmo. Então, eu quero saber, você quer se casar comigo? A moça, me desculpa, não posso. Sabe o quê? É que a minha sorte já me espera lá no lugar de onde que eu vim. Eu estou muito atrasado, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer. Você vai achar um outro homem que vai gostar de você e você dele. Tchau, que eu tô com pressa. E lá se foi, correndo, bebendo vento pelo caminho, tropeçando nas folhas do chão, até que ele chegou na árvore. Dona Árvore, Deus falou que é assim: existe um tesouro enterrado debaixo das suas raízes. Um bando de ladrões enterrou esse tesouro aí. Qualquer pessoa que chegar aqui e vier desenterrar esse tesouro... Aí a árvore falou: pera, calma. Para, respira, você parece louco, presta atenção nas suas palavras. Tem um tesouro enterrado aqui embaixo das minhas raízes. Por que que você mesmo não desenterra esse tesouro e me liberta, pelo amor de Deus? Dona Árvore, me desculpa, eu não tenho tempo, viu?
Para que eu preciso desse tesouro? Eu não preciso. A minha sorte está me esperando lá no lugar de onde eu vim. Então, ó, qualquer um que passar aqui, a senhora pede para desenterrar para a senhora, viu? E até logo, eu estou com muita pressa. E lá se foi. E aí, no caminho, ele ia pensando, agora só falta encontrar o tigre. E depois eu vou encontrar minha sorte. Ai, meu Deus, que sorte será que é essa que eu vou encontrar? E aí, correndo, feito louco, ele chegou na clareira. Seu tigre, Deus falou que o senhor precisa comer a pessoa mais imbecil desse mundo. Aí o tigre falou, sim, muito bem, mas como é que eu faço para reconhecer a pessoa mais imbecil desse mundo? Ah, seu tigre, eu não sei, eu tô com muita pressa. Eu dei a resposta de Deus para o senhor do mesmo jeito que eu dei a resposta para a árvore e para a moça. Mas que árvore, que moça? Ah, não, seu tigre, eu tô com pressa, eu vou resumir. Aí ele contou a história toda, e quando ele terminou, o tigre disse, muito bem, antes de você ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que a gente pode dizer de um homem que deixa uma jovem apaixonada por ele, que pode fazê-lo muito feliz e vai embora, e depois deixa um tesouro incomensurável enterrado embaixo de uma árvore e não o pega para si? Ai, seu Tigre, só faz cada pergunta difícil, com essa pressa toda eu vou falar a primeira coisa que me vem à cabeça. A gente pode dizer desse homem que, dessa pessoa que é a pessoa mais imbecil desse mundo. Essas foram suas últimas palavras, porque o tigre o comeu, agradecendo a Deus seus favores gratuitos. Com vocês, ai, Google. Bon, disons que j'ai découvert la poésie à l'adolescence, et je me suis complètement laissé fasciner par les auteurs, les poètes surréalistes, d'abord André Breton, Paul Éluard, etc. Et puis Lorca, puis enfin tous les livres qui étaient publiés dans une collection à l'époque qui m'a tout appris en poésie en fait. C'était une collection de petits livres carrés comme ça qui s'appelait Le poète d'aujourd'hui. Voilà, il y avait une biographie du poète en introduction, puis un choix de poèmes après. Et pour entrer en relation avec un poète, c'était idéal, quoi. Donc je me suis d'abord passionné par... Et peut-être bien que mes quelques... À partir du moment où j'ai commencé à lire autre chose que des livres de classe, j'ai lu que de la poésie. Pratiquement, oui. Et avec, évidemment, l'ambition de rentrer dans cette confrérie des poètes que j'admirais tellement, quoi. Voilà, de devenir moi-même poète. Et à la même époque, je devais avoir 17 ans, j'ai eu comme cadeau de Noël une guitare. Et j'ai appris la guitare, et les poèmes sont très vite sous l'influence de gens comme Brassens ou Ferré, je ne sais pas s'ils sont connus au Brésil. Ah oui. Ils sont connus au Brésil. Sous leur influence, mes poèmes sont devenus des chansons. Et puis à Paris, il y avait à cette époque-là, je te parle des années 50, Saint-Germain-des-Prés, la Rive Gauche, tout ça, il y avait Boris Vian, il y avait Sartre, il y avait toute une population comme ça qui me fascinait, que j'avais envie de connaître aussi. Bref, je vais résumer parce que sinon on est là pour la journée. Je suis, dès que j'ai pu, c'est-à-dire j'étais aussi quand même assez anarchiste et non violent. Et puis à l'époque en France il y avait le service militaire, je ne sais pas si ça existe au Brésil. Oui, ça existait. Oui, et il n'était pas question pour moi de faire le service militaire parce que ça allait contre mes convictions. Donc quand j'étais appelé au service militaire, j'ai fait la grève de la faim. J'ai refusé de revêtir l'uniforme. Ouais, et puis on m'a envoyé à l'hôpital militaire de Toulouse.
Et puis, je suis tombé sur le colonel qui commandait l'hôpital militaire de Toulouse, qui, au bout de 9 jours, parce que j'ai fait une grève à la faim qui a duré 9 jours, le 9e jour, il m'a convoqué à son bureau, il m'a dit, écoutez, je pourrais vous laisser crever parce que j'ai droit à 10% de perte, mais comme ça me ferait un tas d'emmerdements administratifs, tirez-vous, disparaissez. Et je suis parti, et du coup je suis venu à Paris tout de suite pour faire le chanteur, quoi. Pas le chanteur, parce que j'étais pas très... Je me suis jamais considéré comme un chanteur. J'étais comme disait Brassens. Brassens disait, moi je suis pas chanteur, je suis un homme qui chante. Et bien voilà, c'était un peu ça pour moi. Et sur la rive gauche, où on chantait que des chansons poétiques, enfin voilà. Et voilà, alors je résume, j'ai commencé à être, disons, chanteur rive gauche, je chantais dans les cabarets, je chantais dans les restaurants, tout ça. Voilà, ça a duré quand même une dizaine d'années. J'étais parti pour faire une carrière d'auteur de chansons, j'ai écrit des chansons pour Jean Ferrat, pour Juliette Gréco. Et quand tu chantais, c'était des chansons déjà à toi ou... Oui, c'était des chansons à moi, oui. Et donc j'ai écrit des textes de chansons pour des chanteurs connus à l'époque. Pour des gens comme ça, j'écrivais des chansons, je chantais. Et puis, c'est un moment de la vie, ça. On ne peut pas s'installer, on ne peut pas devenir un vieux chanteur rive gauche, c'est une affaire de... Puis la vie était à la fois très libre, très magnifique. Moi, j'ai vécu à cette époque peut-être les plus belles années de ma vie parce que je découvrais la liberté. Je vivais pas très bien de mes chansons, mais j'en vivais. Voilà. Mais il fallait que ça s'arrête. J'ai arrêté avec l'ambition d'écrire. Et puis les hasards de la vie ont fait que je suis entré à la radio, j'avais fait un livre, j'ai été invité à la radio pour en parler. J'avais fait un livre alimentaire. C'est-à-dire qu'un livre de commande, des livres touristiques, des trucs comme ça. Il fallait bien vivre. Bref, j'ai été invité à en parler à la radio, à France Inter, et à la suite de ça, j'ai été engagé par Claude Villers, qui faisait une émission le soir qui s'appelait Marche ou rêve, où il m'a invité à raconter des histoires, enfin, des légendes. Ça a commencé en 1973, et puis je me suis un peu installé à la radio, ça a bien marché. Je suis devenu moi-même producteur de mes propres émissions, j'ai fait jusqu'en 1980. J'ai fait une dizaine d'années de chansons, une dizaine d'années de radio. Oh, voilà. Et après cette aventure-là, j'ai décidé là vraiment d'écrire, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire mon premier roman, puis un autre. Et puis en même temps, les gens qui m'avaient entendu raconter à la radio, ils m'ont invité à raconter en public. Ah ouais. Mais au début, j'ai refusé parce que je disais non, raconter en public. D'ailleurs, je pensais que ça n'intéressait personne. Voilà. Et puis, il y a une différence entre raconter à la radio devant un micro et raconter devant des gens. Donc, je ne pensais pas que ça pouvait marcher ou intéresser les gens. Donc, et puis, une fois ou deux, j'ai accepté, puis j'ai pris goût, et puis je me suis mis à raconter. Je ne savais même pas à l'époque qu'il existait des conteurs. Je ne savais pas. Moi, je faisais la radio, j'avais fait de la chanson, les conteurs, c'était de vieux grands-pères devant la cheminée, quoi. Et donc, ta source du conte, c'était toujours les bouquins et que tu choisissais les contes pour raconter à la radio. Voilà. Et qui, quand même, tu réécrivais, retravaillais. Et le temps pour chaque conte, par exemple. Hein? Comment ça s'est passé, cette préparation d'un conte, d'un bouquin pour la radio, par exemple? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, je faisais la radio quotidienne.
C'est-à-dire qu'il fallait trouver une histoire tous les jours. Bon. Ouais, tu vois. Oui, une histoire Donc tous les jours. je passais. Pendant 10 ans, ça veut dire que... Ça veut dire que j'ai dû raconter quelque chose comme 3000 histoires. Ah là là. Oui, enfin, je sais pas. Oui, mais... Je racontais au début une histoire par jour de 7-8 minutes à peu près, un conte ou une légende, une histoire par jour. Ça a duré jusqu'à 78. À 78, j'ai fait mes propres émissions. Et là, j'avais une émission de 13h30 à 14h sur France Inter, une demi-heure. Je racontais 2 histoires par jour. Et c'était un boulot incroyable parce que, à peine sorti du studio, je courais en bibliothèque pour trouver des histoires pour le lendemain. Voilà. Et voilà, bon. Et donc les rapports avec les contes, ça commençait à ce moment-là Ça commençait à ce moment-là. Bon, je ne vais pas tout raconter parce Oui, qu'on serait là pour la journée, mais j'ai découvert le mystère des contes. Parce que pour moi, les contes, j'entends des histoires sans auteur, hein, sans auteur identifié, sans texte fondateur non plus. Parce qu'il n'y a pas de texte fondateur du Petit Chaperon Rouge ou de Petit Poucet. Voilà. C'est des histoires. Et comment elles ont fait ces histoires? Parce que j'ai découvert peu à peu, que tout le monde sait maintenant, enfin je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est des histoires très anciennes qui viennent de très loin pour certaines. Hein, les premiers contes écrits qu'on a découverts, il y en a le conte des 2 frères, c'est il y a 3000 ans en Égypte. Cendrillon, c'est en Chine au Xe siècle. Enfin bon, ils viennent de très loin, portés par la seule parole humaine, quoi. Pas jamais écrit. Et surtout, véhiculés dans le peuple, parmi les gens qui ne savaient pas lire ni écrire, par les gens les plus humbles qui soient, les pauvres, les paysans, les paysannes, surtout les vieilles femmes. Portés par ces gens-là, les contes ont traversé les siècles, ils ont traversé les millénaires même. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Quelle nécessité se cache là-dedans? Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très mystérieux là. Le mystère, ça s'explore, c'est pas comme l'énigme, ça ne se résout pas. Donc voilà, j'ai été... Et puis en plus, moi je viens d'une famille de ces gens-là, je viens d'une famille de paysans pauvres, tu vois, de paysans pauvres qui... le premier, j'ai retrouvé ça en cherchant un peu les origines de ma famille, de mon nom. Le premier Gougo qui a su signer de son nom, c'était à la fin du 19e siècle. Oui, tous ceux d'avant et même d'après, c'était des paysans sans terre. Et donc, cette culture-là du conte, elle est passée par eux. Tu vois, et non seulement ça, mais on peut, sans trop s'avancer, dire que l'origine de toutes les littératures du monde, c'est le conte. C'est les histoires que se racontaient comme ça. Quoi. Voilà. Et j'ai trouvé ça tellement, d'abord émouvant, ensuite... je sais pas, je me suis dit que c'était quand même bien d'essayer d'être un passeur de contes, de s'inscrire dans la lignée des passeurs de contes, voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de contes et que j'en ai raconté aussi beaucoup et que, je continue encore un peu même. Moi, je suis fasciné par l'universalité des contes. À quel point les contes ont su voyager, se métisser.
Il y a des leçons extraordinaires quand on fréquente. Pas tant le texte des histoires qui comptent, c'est de découvrir que la survie de cette littérature orale-là passe par un métissage incessant. Incessant. Des contes arabes qui deviennent des contes provençaux et inversement, des fragments de l'Odyssée qu'on retrouve dans le Caucase, tu vois, par exemple. À quel point ils voyagent, à quel point ils se métissent, à quel point ils prennent la couleur du lieu dans lequel ils sont racontés. Et c'est comme ça que le métissage, c'est la vie même. C'est la vie même. C'est-à-dire que l'humanité n'a de survie possible qu'en se métissant sans cesse. De faire comme les contes, prendre exemple sur les contes. Se métisser sans cesse, faire en sorte que les métis ne se considèrent pas comme déchirés entre deux cultures, mais se considèrent comme des ponts entre des cultures. Voilà. Les contes n'ont jamais fait que ça. Moi, ce qu'ils m'ont appris, entre autres, c'est ça. Voilà. Et bon, il se trouve que je n'ai jamais appris à raconter. Je n'ai jamais appris à raconter, j'ai jamais fait d'études dans ce sens, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais appris. Et peut-être c'est ce qui m'a servi parce que moi j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire arriver devant les gens, m'asseoir sur une chaise et parler, raconter des histoires, voilà, c'est tout. La radio m'avait valu un peu de notoriété, puis les livres que j'ai écrits, par chance, ils ont très bien marché, donc voilà, ça a fait que j'ai été amené tout naturellement à partager ma vie entre l'écriture et les soirées de contes. J'ai fait ça pratiquement là, depuis l'âge de... Je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai quitté la radio, je devais avoir une quarantaine d'années. Donc il y a presque depuis, un demi-siècle de oui, il ne faut travail. pas le dire ça. Voilà, j'ai fait des livres de contes, j'ai fait des romans, et j'ai raconté en public. Raconter en public, ça a toujours, c'est un peu, ça a à voir avec l'écriture, évidemment. Quand on raconte un conte, raconter, c'est écrire d'une certaine manière aussi. Quand même, on écrit avec la bouche, mais on n'écrit pas. Mais c'est une forme d'écriture. Donc c'est un peu la même école que d'écrire. Sauf que moi j'ai vécu la chose comme ça. Écrire pour moi ça a toujours été difficile, pénible, monacal, enfermant. Oui, écrire c'est quand même un boulot de moine. Hein. Voilà, tu vois le lieu dans lequel je travaille, c'est pas le lieu de récréation. Par contre, raconter en public, oui, c'est la récréation. C'est la même école, sauf que quand j'écris, je suis en classe, et quand je raconte, je suis dans la cour de récréation. Voilà, je prends un grand plaisir, vraiment, à raconter. Pour moi, raconter, c'est un plaisir, ce n'est que ça. Le centre de littérature orale de Bruno de la Salle. Oui, moi j'ai rencontré Bruno à l'époque où j'étais à la radio, il était venu me voir. Je ne connaissais pas. On avait parlé et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des conteurs. Je ne savais pas, il n'y en avait pas beaucoup. Quand même, parce que moi je connais d'autres exemples de vieux conteurs ou vieilles conteuses qui n'ont pas fait vraiment une formation fréquentée en maître, on pourrait dire. Mais et aujourd'hui, quand on voit beaucoup de formations un peu partout, et des conteurs qui font un stage dans le week-end et après le lundi, ils font déjà leur petite carte de présentation et je suis conteur et ils sortent en racontant comme ça, en se disant je suis prêt. Donc, à ton avis, comment ça se passe par rapport à cette trajectoire qui n'a pas eu vraiment une école, entre guillemets, une formation en tout cas, dans ce sens-là, et par rapport à ces gens-là qui disent que, voilà, bon, j'ai écouté une personne qui parlait pendant
2 journées sur ce qui est raconté, et je me sens prêt ou prête et je me lance. Est-ce par rapport à ton expérience à toi, c'est difficile à expliquer parce que chaque expérience est unique, chacun fait son expérience, voilà. Moi, quand je fais des ateliers ou des stages, je propose ma façon de voir les choses et la façon dont je l'ai vécu. Je peux pas. Pour moi, il n'y a pas de règle. Pour moi, le plus grand ou la plus grande conteuse du monde, c'est une mère ou une grand-mère qui raconte une histoire à son enfant. C'est là que le conte prend toute sa force amoureuse, je veux dire. Voilà, c'est là qu'il trouve tout son sens. J'ai toujours considéré que raconter, c'était pas se donner un spectacle. C'était se donner le conte un spectacle, mais pas soi-même. Et que on ne pouvait bien raconter que par amour. Et donc, voilà, il fallait, pour moi, le raconter, apprendre à raconter, s'apparente à un travail sur soi. Parce que qui raconte quand tu parles? Qui parle quand tu parles? Hein, quel personnage en toi se met en avant pour parler? Voilà. Moi, tout ce que je demande aux gens qui travaillent avec moi, c'est qu'ils disparaissent derrière le conte. Tu vois, mais c'est ma façon de voir. Moi, j'essaie de trouver, je considère, et je dis toujours, tu m'as sûrement entendu le dire, que le conte est un art de la relation, c'est pas un art du spectacle. C'est l'art d'être ensemble, c'est l'art d'être sur la même longueur d'onde, c'est l'art, pas de communauté, de communiquer, pas l'art de communiquer, mais l'art d'être ensemble, d'être bien ensemble, voilà, autour d'une histoire, comme autour d'un feu, quoi. Voilà. Et veiller sur ce feu et alimenter ce feu, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je le considère. Que maintenant, il y a de plus en plus... Mais je m'aperçois que les gens qui ont de plus en plus tendance à théâtraliser le conte, faire des spectacles de conte, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Mais le conte disparaît de plus en plus derrière le théâtre, il me semble. Mais c'est pas grave, il en a vu d'autres. Tu sais, le conte, il vient de la nuit des temps. Hein, et il a traversé tout ce qu'il a traversé. On peut le traiter comme on voudra, ça ne l'arrêtera pas. Donc, de croire qu'on est prêt. Parce que Dan Yashinsky, ce conteur du Canada, il a écrit un livre, Soudain, on a entendu de pas. C'est un livre sur le conte, sa trajectoire de conteur. Et là, il cite on pourrait dire la première conteuse, ou la première personne en tout cas, qui a écrit sur le conte aux États-Unis, comme épigraphe d'un chapitre, et qui était, je trouve, très intéressant. Donc cette femme, elle dit, le conte, l'art de raconter, c'est l'art la plus facile au monde. Les difficiles, c'est d'être un bon conteur. Oui, c'est vrai. C'est d'être un bon conteur parce que le plus difficile, c'est d'être soi-même. Et être un bon conteur, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire d'être à la hauteur de la personne à qui on parle. À la hauteur, pas plus haut. Pas plus bas non plus, à la hauteur. C'est ça qui est difficile. C'est d'être... Et quand je dis à la hauteur, je dirais plus près de ce que je ressens, amoureux de la personne à qui on parle. De la personne, de l'histoire qu'on raconte, bien sûr aussi. Voilà, et ça, c'est... On peut dire, il y en a qui pensent qu'on n'est pas amoureux sur commande. Si, bien sûr, on peut. On peut se mettre en état amoureux. C'est quoi l'état amoureux?
c'est s'oublier derrière ce qu'on sert. S'oublier, ne plus penser à soi, mais penser à l'autre et à l'histoire qu'on raconte. Moi, quand je raconte, il y a toujours quelqu'un derrière, un autre moi, qui est toujours à l'affût du public, qui sans cesse demande aux gens ça va, vous êtes bien, ça, vous comprenez bien ce que je dis, enfin bon, qui me soucie des gens que j'ai en face. Je me soucie beaucoup des gens que j'ai en face. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que mes plus grandes émotions d'auditeur de contes, elles n'ont jamais, ne sont jamais venues de contes mis en scène, théâtralisés, enfin, dont on fait des spectacles. Ouais, parfois il y a de beaux spectacles. Mais ça ne me touche pas profond, quoi. Mais tu sais, parfois, il y a des gens qui entendent des contes tout petits. Ils sont petits, ils entendent tel conte, puis ils vont vivre, ils vont exercer un métier, vivre des tas de trucs, devenir vieux. Et parfois, ça s'est vu, à l'instant de mourir, c'est ce conte qu'ils ont entendu quand ils étaient petits, dont ils se souviennent. C'est de ça. Parce que c'est des moments miraculeux, c'est des moments à la fois très intimes et on ne retrouvera pas ça dans la vie. Où il n'y a pas de question, où il y a une histoire, où il y a quelque chose qui se déroule, ou des images, je ne sais pas comment dire, enfin, en tout cas, je ne vais pas essayer d'épuiser ce mystère. Oui, mais c'est un mystère que pour toi, on pourrait dire que c'est autour de cette idée de l'amour. Parce que si on pense au titre, des grands parties de tes recueils de contes, les arbres sont d'amour. Et donc c'est toujours en mettant accent sur cette idée en plus, du héros, on pourrait dire. C'est un mot tellement, je suis amené à l'employer, ce mot amour, mais c'est un mot tellement valise dans lequel on peut fourrer tout ce qu'on veut, que je m'efforce chaque fois que je l'emploie de le définir, c'est-à-dire dans quel sens, c'est pas la seule définition possible, mais quand j'emploie ce mot, c'est ça, c'est l'oubli de soi dans l'attention à l'autre. Voilà, pour moi, et ça peut être un état, je veux dire, on peut décider ça. Voilà, au fond, tout ce qui... les contes touchent à l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est-à-dire la vie, la mort, c'est pas des histoires pour les enfants, c'est des histoires qui parlent de l'essentiel. Les contes, ils parlent de la vie, de la mort, de la naissance, de l'amour, ils parlent des choses essentielles. Et ces choses essentielles, on les partage avec tous les êtres du monde. On ne peut pas être, quand on s'intéresse au conte, on ne peut pas être nationaliste. Parce que le nationalisme, il va dans le sens de la séparation. Hein? Le sens des frontières, des murs, voilà. Moi, je suis contre les murs, je suis pour les ponts. Voilà. Et les contes, alors les contes, à quel point et comment ils ont sans cesse, toute leur vie, depuis la nuit des temps, franchi allègrement les frontières. Tu vois? Et c'est ça, au fond, les contes, ils participent de la circulation du sang dans le corps de l'humanité. On n'arrête pas, tu vois. C'est symptomatique. Parler des contes africains, j'avais fait un livre de contes africains qui était à la bibliothèque municipale d'Orange, la ville d'Orange, qui a été prise, enfin, lors d'élections il y a une dizaine d'années, d'élections municipales par le Front National, par l'extrême droite. Les contes d'Afrique ont été parmi les livres interdits dans la bibliothèque municipale. Pourquoi? Parce qu'il fallait écrire des contes comme si le terroir, les contes d'ici et pas d'ailleurs, ça existait. Ça n'existe pas. J'aurais tendance à dire, s'il faut que je vous définisse absolument,
que je suis un raconteur d'histoire, écrite ou parlée. Mais si je pousse un peu plus loin, bon, être quelque chose, ça signifie avoir une fonction sociale. Hein, en gros, on s'inscrit dans une communauté, une société, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde du 21e siècle où on vit? Ben voilà, oui, je raconte des histoires. Ah bon, c'est un métier, ça? Ça, c'est pas un métier. Mais cette affaire d'identité, je me suis dit à un moment qu'on peut se définir de mille manières. Tu es brésilien, je suis français, tu es un homme, je suis un homme, je suis conteur, je suis ceci, cela. Mais aucune des définitions que tu peux donner ne disent ce que tu es. Hein? Rien de ce que tu peux dire. J'avais eu l'idée, mais c'était une idée humoristique, on s'amusait à ça, avec mon ami Louis, qui était argentin. On voulait fonder un mouvement pour demander de faire passer le verbe être à l'intransitif, c'est-à-dire je suis. Voilà. Je ne suis pas ceci ou cela, je suis. L'important c'est que je sois, que je sois là présent dans ce monde. Je suis là présent dans ce monde. Voilà. Et je fais avec cette présence-là, que je n'ai pas choisie, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'y suis. Et là, je fais ce que j'estime être le mieux possible. Le mieux possible, pas seulement pour moi, pour les gens avec qui je suis là et qui ne savent pas plus que moi qu'est-ce qu'ils y font. Voilà. Il se trouve que par une chance inouïe, j'ai réussi à traverser la vie, je dirais, en contrebande, c'est-à-dire sans jamais avoir de métier, de patron, de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà, j'ai réussi à traverser la vie sans que, je dirais pas sans que personne s'en aperçoive, mais enfin, sans que je sois forcé de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Donc j'évite autant que je peux de me définir. De toute façon, l'administration française s'en charge parce que moi, quand j'ai un questionnaire à remplir et qu'on me demande quelle profession j'exerce, je suis dans divers. 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 Parfois tu dis je me sens en passeur d'histoire. C'est qu'est-ce que c'est sa responsabilité à lui? J'ai réfléchi à ça, bien sûr. On ne peut pas en faire l'économie. J'ai pas de responsabilité. Je ne me sens pas de responsabilité. Je me sens mis en mouvement par un désir. Je sais que je ne suis pas naïf. Je sais que le fait de raconter certaines histoires peut avoir un effet sur les gens à qui je parle. Et donc, je parle à partir de mes convictions. Je ne vais pas raconter des histoires avec un soubassement raciste ou parce que je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas servir des causes. De toute façon, les contes, ils ne parlent pas de ça. Il n'y a pas de. Ces questions-là, elles font partie du monde, elles ne font pas partie de la vie. Les contes font partie de la vie. Mais enfin, bon, il peut y avoir, oui, des contes qui disent des trucs avec quoi je ne suis pas d'accord. Alors, je ne les raconte pas. Donc, effectivement, dans ce. Tu peux juste revenir sur cette distinction que je trouve très belle entre le monde de la vie, Oui, ben, justement, tu fais bien de me reprendre parce que on a tendance à confondre les deux. Et, non, le monde, c'est le lieu dans lequel s'inscrit la vie. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Le monde, c'est ce qu'on en fait, c'est l'organisation sociale. Là, on peut avoir des engagements militants, etc., vouloir une autre société, etc. Mais la vie, c'est pas ça.
La vie, c'est ce que tout le monde, c'est le désir qu'on a d'aller jusqu'à demain, quoi. De ne pas mourir tout de suite, de poursuivre l'aventure. Voilà. La vie, c'est ça. J'ai employé cette métaphore quelquefois parce que un jour, en sortant d'ici, j'ai vu, il y avait une touffe d'herbe qui poussait dans une fente de béton, tu vois, du trottoir, quoi. La vie, c'est ça. C'est l'herbe qui pousse malgré le béton. Et le béton, c'est le monde. Tu vois? En gros, c'est ça. Les contes ne parlent que de la vie, comme je disais, de l'essentiel. Tu vois? La vie, c'est la naissance, la mort, l'amour, la maladie, tout ce qu'on ressent dans son corps, dans son être, et la manière qu'on a d'être ensemble, de vivre ensemble, quoi. De chercher sans cesse des liens, quoi, avec les gens, des choses, voilà, au-delà des impératifs du monde. On peut avoir des opinions politiques complètement différentes, mais partager des choses quand même et savoir que ben, si on te, je sais pas, si on te casse un bras, ça fait mal, voilà, je le sais. Tu vois, l'essentiel c'est ça. On peut avoir des opinions divergentes, opposées, etc. Mais oui, comme je disais, si on te pique le bras avec une aiguille, tu saignes comme moi je saignerais, quoi. Ça, c'est la vie. Et le conte, pour toi, c'est du côté Ils de la servent vie. la vie. Ils ne parlent que de la vie. Va voir n'importe quel conte. Alors oui, ils ont été parfois piratés par l'Église catholique en particulier, qui s'est servi des contes qui les a tordus, qui a trouvé des contes d'avertissement, quoi. Voilà, tu vois. Les marxistes ont fait la même chose. Les soviétiques ont publié, j'étais abonné, moi. J'ai publié des brochures de contes prolétariens à une époque, ben pourquoi pas, moi ça m'intéressait, mais on voyait bien que les contes étaient tordus par l'idéologie. L'idéologie, c'est le monde. Voilà. Bon, il y a eu des tentatives de récupération. Aujourd'hui, c'est le féminisme. Le féminisme essaie de récupérer les contes, de les arranger à leur sauce. Mais bon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas plus, parce que enfin, ça peut durer un siècle ou deux, mais sans plus. Pour un conte, un siècle ou deux, c'est rien. Ouais, tu es du côté de la vie. Tu es du côté de ce qui réunit et pas de ce qui sépare. Tu es du côté au service de la paix, pas au service du conflit. Là, pour le conflit d'idées ou d'autres choses, on a, dans le monde, d'accord, ça se passe comme ça. Peut-être que c'est par le conflit qu'on résout les problèmes. Enfin bon, peut-être. Quoique jusqu'à présent, j'ai pas vraiment vu que le monde se soit... Si, le monde s'est amélioré quand même. Oui. Il y a quand même des exemples. Ça, c'est des choses que je crois qu'il ne faut pas oublier quand même. On a des exemples de gens qui sont revenus du goulag, qui sont revenus des camps de concentration de la dernière guerre mondiale, qui disaient qu'ils ont survécu parce que le soir, ils se racontaient des histoires. Ou ils disaient de la poésie. C'est ça qui leur a donné la force de survivre, quoi. Et ça peut paraître dérisoire. Un conte contre le goulag ou contre les camps de concentration. Mais quand on n'a rien d'autre, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et pour finir, qu'est-ce que le conteur Henri dirait à l'écrivain Henri, vice-versa? Le conteur, il parle souvent à l'écrivain. Et sans arrêt, il dit à l'écrivain, cool, lâche-toi, vas-y, fais les choses simplement. Prends exemple sur le conteur, c'est simple, tu parles et puis voilà, quoi.
vas-y, fais comme ça, fais comme le conteur, parle librement. Et l'écrivain, il n'y arrive pas. Il est toujours coincé, il est toujours... tu vois, il y a une contradiction entre les deux, mais une contradiction, encore une fois, c'est quoi? C'est comme, je prenais la métaphore de l'école avec la salle de classe et la cour de récréation, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est la même école. Et donc l'écrivain, qui dirait au conteur, qui dit? L'écrivain, il trouve que le conteur, il a beaucoup de chance. Ah ouais. Ouais, qu'il a beaucoup de chance parce que d'ailleurs, c'est quelque chose que Bernadette m'a dit une fois. Je ne t'ai jamais vu aussi heureux que quand tu racontes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Voilà, je raconte des histoires, je suis devant des gens qui réagissent, je leur parle, je me sens libre. Je me sens libre, ça va quoi. Alors que quand j'écris, je me sens à l'étude contraint quoi. Peut-être parce que il me manque, quand j'écris, la moitié de moi-même, c'est-à-dire les autres. Et quand je raconte, j'ai des gens en face, je leur parle, et ça c'est joyeux. Quand j'écris, je suis tout seul. Je vais te dire un secret d'écrivain, un secret de raconteur d'histoire. Ça demande beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et le dernier travail, et peut-être le plus difficile, c'est de faire croire que c'est facile. Voilà. Ouais, l'essentiel peut-être. Il faut que les gens croient que c'est facile. Mais du coup, l'idée c'est que l'écrivain apporte beaucoup au conteur dans ce sens-là. Quand on découvre... C'est pas tant l'écrivain. C'est pas tant l'écrivain. C'est que par le métier que je fais, d'écrire et de raconter, je dispose, pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, plus de mots que la moyenne des gens. Moi, c'est mon outil, les mots. C'est ma matière première, et ça devrait être celle de tous les conteurs. En atelier, je dis toujours, est-ce que vous avez des carnets où vous notez des mots, des expressions, des trucs je ne sais pas s'ils le font. Moi, si je te montrais tous mes cahiers où j'ai noté des tas de trucs, voilà. Je crois que c'est ça, c'est le fait que quand pour exprimer quelque chose, c'est jamais facile, mais j'ai plus facilement les mots que les autres parce que j'ai plus facilement les mots qu'on utilise au journal télévisé ou dans la conversation courante. J'ai plus de mots. Il y a rien, la langue française, elle a je ne sais pas combien de mots, mais c'est de l'ordre de 50 000 mots. Au journal télévisé ou dans la conversation, on utilise, je ne sais pas, 1000 ou 1500 à peu près. Ben, un conteur, il doit avoir à sa disposition au moins 3000 ou 4000 mots. Au moins. Ben oui. Tu vois, c'est pas des... En fait, c'est le côté... Tu fais bien de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est le côté artisanal du boulot. Il faut jamais se prendre pour un artiste, toujours pour un artisan, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les trucs aussi bien qu'il peut, quoi. Si je fabrique une chaise, il faut qu'elle tienne debout. Et voilà, merci Henri. C'est vrai que là j'ai envie encore parce que c'est vrai que je suis venu vers toi, je t'ai découvert comme ça en vive voix grâce à Bernadette Bricou, qui j'ai trouvé à l'université et qui a une grande, comme je peux dire, conteuse universitaire, mais pas au sens péjoratif du mot universitaire. En fait, elle ajoute la joie ou quelque chose qui peut-être manquerait à ces mots-là, universitaires. Et donc,
pour finir, vraiment, je voulais te demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher après aux universités la matière du conte, et réfléchir sur, écrire des mémoires ou des thèses là-dessus, et en même temps faire son travail d'artiste. Donc, juste toi qui accompagnes depuis des années Bernadette, peut-être que tu pourrais avoir un témoignage intéressant de cette drôle de maison aussi pour les contes qui est l'université, et comment tu crois que ça se passe. Ça me rappelle une émission de radio où on avait été invités tous les deux, Bernadette et moi, et où on nous avait demandé de nous définir l'un par rapport à l'autre, justement. Et on avait trouvé ça qui me semble très juste. Au fond, je lui avais dit, moi je suis jardinier et toi tu es botaniste. Tu vois? Le botaniste c'est peut-être aussi jardinier, mais le botaniste il étudie les plantes. Le jardinier il cultive le jardin. Tu vois? Je trouvais que cette distinction était juste parce que, effectivement, alors, je crois que le conteur, il doit, par rapport au botaniste, avoir garder une assez forte dose d'innocence. Justement, de ne pas savoir. Moi, les contes dont je ne me suis jamais défait, que je raconte encore, que j'ai toujours raconté, c'est des contes auxquels je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu vois? Voilà. Mais il y a quelque chose en eux qui me... Voilà, bon, le botaniste, il cherche sans cesse à comprendre. Et c'est très bien, il en faut. Mais je crois le botaniste moins innocent que le jardinier. Ça n'empêche pas le botaniste de faire le jardinier aussi. Hein. Voilà, ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu nous dirais, nous, au Brésil, avec notre Boca do Céu, d'après ce que tu connais déjà de notre rencontre internationale là-bas, à Regina Machado, qui a des années travaille pour résister et continuer à faire cette rencontre, que là, on sera déjà presque sur notre 10e édition. Là, c'est la 9e édition. Et il faut que ça dure. Il faut que vous teniez bon. Peut-être parce que le Brésil ne le sait pas. Peut-être que le Brésil ne le saura jamais. Mais c'est ce que vous avez de plus essentiel à préserver. Une certaine manière d'envisager la vie, de garder la vie, de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop abîmée. Parce que les régimes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est pas propre au Brésil ou à l'Amérique de Trump ou même en Europe, je veux dire, ils ont une tendance constante à la séparation, c'est-à-dire à séparer les gens, à faire en sorte qu'il y a d'un côté les hommes et les femmes, mais il n'y a pas d'être humain. Il n'y a plus d'être humain. Il y a des hommes et des femmes, et qui ont tendance, on les a séparés, dressés un peu l'un contre l'autre, et alors où est l'être humain là? Voilà. Et justement, les contes s'adressent à l'être humain. Et il faut préserver ça. Je crois qu'un festival comme celui-là, vraiment, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup réfléchi, j'aurais vraiment aimé venir faire partie de cette aventure, un peu à travers cette vidéo-là. Peut-être que j'y serai un peu, mais ce que je connais de toi, puis les gens qui sont venus avec toi l'an dernier, c'était l'an dernier, il y a 2 ans. Oui, les groupes au Brésil, des conteurs et conteuses brésiliens. Bah oui, mais
voilà, je pense que les choses les plus importantes ne sont pas faites par des gens importants. Les choses sont faites par... Tu connais l'histoire de la grenouille qui est en réalité un mythe grec, le rire de la grenouille. La grenouille qui a avalé toutes les eaux de la terre, qui prive la terre de toutes les eaux. Voilà, elle a tout bu et la terre devient un désert, quoi. Et les gens ne peuvent plus survivre, enfin les animaux, le peuple des animaux. Et alors on lui envoie la grenouille une délégation de moralisateurs pour leur dire que c'est pas bien du tout ce qu'elle fait, qu'il faut qu'elle rende les eaux de la terre. L'autre, elle n'entend rien, elle veut rien entendre. On lui envoie les militaires, les costauds, les tigres, les sangliers, tout ça, qui la menacent, tout ça, puis elle ne veut rien entendre. Bref, elle ne veut rien entendre, le monde est au bord de la faillite, et qu'est-ce qui se passe? Il y a là un ver de terre qui arrive, qui dit, bon, on a tout essayé, donc après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais essayer moi aussi. Et il dit des bêtises, il fait des grimaces, des contorsions, il fait rire la grenouille. Et la grenouille, dans un hoquet, elle rend toutes les eaux à la terre. C'est une histoire d'une profondeur dont on n'a pas idée. C'est une histoire, il y a un mythe grec qui dit ça, le mythe de Baobo. Je crois que le rôle de celui qu'on a le plus tendance à négliger, parce qu'il n'a pas de pouvoir, parce qu'il ne représente rien, parce que voilà, eh bien, c'est lui qui tient qui a le rôle essentiel. Vous êtes au Brésil, vous êtes, bon, heureusement, vous n'êtes pas les seuls au monde, il y en a d'autres au monde, mais nous jouons le rôle du ver de terre. C'est par nous que le monde reverdira. Merci, Henri.